Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire à ceux qui nous ont rejoints depuis la toute première introduction. On est très heureux de pouvoir prendre ce temps avec vous pour parler de la loi d'ADU et de la norme ISO 50001, tout ce que ça implique pour les grandes entreprises aujourd'hui. Voilà, alors je me présente, je m'appelle Rieux de Lavenne, responsable notamment des partenariats et des grands comptes chez Alterwatt, et je suis accompagné aujourd'hui de Mayol. Mayol, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Mayol de la Fouchardière, ingénieur en efficacité énergétique. Donc, je réalise des audits énergétiques et j'accompagne les clients, notamment autour de la loi d'ADU, sur le respect de la loi. Et donc, Eh bien, merci de nous donner de ton temps pour nous partager ton expertise. Voilà, vous avez un petit résumé de tout ce qu'on va parcourir pendant ce webinaire. N'hésitez pas tout au long de la présentation, surtout à poser vos questions par le biais du chat, donc en bas à droite de votre écran. L'idée, c'est que ce soit votre webinaire le plus personnalisé possible. Donc vraiment, n'hésitez pas. On y répondra au fil de l'eau et puis il y aura aussi un temps de questions-réponses à la fin. Un petit rappel, donc nous, Alterwatt, nous sommes un bureau d'études spécialisé dans l'efficacité énergétique des bâtiments. On accompagne les gestionnaires de bâtiments pour notamment se mettre en conformité avec les différentes réglementations qui régulent ce marché. Le décret tertiaire que vous devez bien connaître, le décret BAX, la loi d'ADU évidemment qui est le sujet de ce jour et la loi APER. Et on a été créé en 2020. On a accompagné aujourd'hui plus de 700 clients dans différents secteurs. Et on accompagne des gestionnaires de bâtiments sur toute la France avec une haute satisfaction client qui nous tient vraiment à cœur. Avant de commencer de parler de la loi d'ADU, il nous paraissait intéressant de parler du décret tertiaire, que c'est un peu aussi le point de départ de la réflexion de la loi d'ADU. Et Mayol, si tu veux bien nous en parler rapidement. oui, donc je vais faire un tout petit rappel donc, sur la partie décret tertiaire. Donc, le décret tertiaire, donc, c'est une obligation pour tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 mètres carrés. C'est une obligation visant à réduire les consommations d'énergie d'ici plusieurs échéances, d'ici 2030, 2040 et 2050, avec une baisse de la consommation de 40% pour 2030, de 50% et de 60% d'ici 2050. Donc, ces baisses de consommation, elles sont à réaliser suivant les consommations précédentes. Et donc, elle oblige les bâtiments de plus de 1000 m² de déclarer annuellement donc, sur Opérat leur consommation d'énergie et donc de réduire leur consommation. Pour les bâtiments n'ayant pas atteint leurs objectifs décret tertiaire, des amendes sont définies de 7 500 € pour les personnes morales et de 1 500 € pour les personnes physiques. Donc voilà, c'est un peu ce qui guide et ce qui a lancé beaucoup de nos clients dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments. Voilà, tout à fait. On a commencé à parler tout de suite de la réglementation avec le décret tertiaire. Tout ça, c'est né aussi dans un contexte où vous connaissez les causes, hein, bien sûr, avec le réchauffement climatique. Et donc, c'est vraiment dans cet objectif que ce décret tertiaire a été mis en place. Et on a déjà une première question, j'aurais pu le mentionner, et bien sûr, en effet, vous aurez un replay qui vous sera partagé suite à ce webinaire. Donc, vous pourrez continuer de le regarder chez vous si vous n'avez pas la possibilité de le terminer en direct avec nous. Et donc, un deuxième point réglementaire donc, sur la loi d'ADU. La loi d'ADU, elle est une obligation aussi réglementaire qui se concerne plutôt les grandes structures
parce que la loi d'ADU, elle définit des obligations de réalisation d'audit ou de SME, donc de System Management de l'énergie. On verra ça par la suite. Et donc, elle définit ces obligations suivant la consommation d'énergie, suivant 2 seuils qui sont déterminés juste après, 2,75 gigawattheures par an, et le deuxième seuil est à 23,6 gigawattheures par an. Donc, quelles sont les obligations de ces seuils? C'est pour les personnes avec une consommation, donc les titulaires de contrats d'énergie avec une consommation supérieure aux 2,75 gigawattheures par an, il y a une obligation de réaliser un audit énergétique tous les 4 ans, avec un premier audit à réaliser avant le 11 octobre 2026. Et pour les bâtiments consommant plus d'énergie, la consommation elle est supérieure à 23,6 gigawattheures par an. Là, ce n'est plus des audits énergétiques à mettre en place, c'est la mise en place d'un SME, qu'on appelle un système de management de l'énergie. On rentrera plus dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire, un SME, mais en fait, c'est une autre démarche qui est différente de l'audit énergétique. Et donc, le SME équivaut à l'ISO 50001 et ça permet d'éviter de faire des audits énergétiques. Donc, c'est en remplacement des audits énergétiques. Donc, ce qu'il y a à noter, c'est les 2 seuils, donc de 2,75 gigawattheures par an et de 23,6 gigawattheures par an, et une première échéance pour les audits qui est du 11 octobre 2026, donc assez prochainement. Alors, quand on parle de ces seuils en gigawattheures par an, de quelle consommation on parle? Parce que c'est vrai que le décret tertiaire, que vous devez connaître par cœur, est très lié au bâtiment. D'ailleurs, le seuil est en mètres carrés, alors que là, quand on passe à la loi d'ADU, le seuil, il est en gigawattheures, donc en énergie. Et donc, on va regarder l'ensemble des consommations liées à l'activité du Sirène. Voilà, donc ça, c'est une phrase qui répond déjà à quelques questions qui ont été posées et qui anticipaient cette slide. Donc, les seuils, c'est bien par entité juridique. Donc, on regarde tous les bâtiments, mais pas que les bâtiments d'ailleurs, liés aux sirènes. Donc, toutes les consommations, l'électricité et le gaz liés aux différents bâtiments, au process. Mais également, on va regarder le carburant, notamment la chaleur et le froid. Et il y a un chiffre à avoir en tête, c'est 80%. Et les audits énergétiques, comme le système de management de l'énergie, doit couvrir 80% des consommations de la structure. Parce qu'on imagine bien que sur des très grosses structures, que couvrir 100% de l'énergie, c'est impossible dans le cadre d'un système de management de l'énergie, d'aller chercher les petites miettes un peu partout. Donc voilà, on retrouve un peu le chiffre préféré de Pareto, hein, avec la règle des 80-20, c'est 80% des consommations de la structure qui doivent être regardées. Et donc, notamment, on a eu un exemple, un cas récemment sur lequel on s'est penché d'un centre commercial, et donc je trouvais ça intéressant de vous le partager, vu que c'est un cas un peu particulier, mais qui peut rejoindre certains d'entre vous, avec du coup un centre commercial qui a différents locataires, le propriétaire a différents locataires, donc un Carrefour, Histoire d'Or, etc. Les énergies de chaque locataire seront imputées aux différents groupes, aux sirènes qui relient les locataires, tandis que les consommations des espaces communs, là, seront imputées aux sirènes du propriétaire du centre commercial, uniquement si les consommations font l'objet d'un comptage précis. Donc, il y a bien des sous-compteurs par locataire pour pouvoir prouver que telle consommation est bien à Carrefour ou à Histoire d'Or. Donc, ça nécessite un sous-comptage précis. Et voilà comment on dit, ordres de grandeur, merci, pour que vous ayez en tête, vous allez en avoir d'autres juste après, pour que vous ayez en tête de qu'est-ce que c'est 2,75 gigawattheures d'énergie finale. Donc, si vous avez
un parc de 300 voitures à moteur, globalement, vous y êtes. C'est environ 20 000 mètres carrés de bureaux. Justement, la slide d'après, on va voir des ordres de grandeur un petit peu plus précis. Des camions, on voit que finalement, il faut assez peu de camions pour atteindre cette consommation, ce premier seuil de la loi d'ADU. Donc, souvent, les transporteurs sont assujettis. Et puis, voilà, si vous avez un ensemble de 11 000 mètres carrés, puis 2 camions et 73 voitures, vous serez globalement autour du premier seuil. Et voilà, si vous ne connaissez pas votre consommation, alors c'est sûr que on peut imaginer que dans certains cas, c'est difficile de remonter toutes les données si les titulaires de contrat ne sont pas au niveau d'un sirène, mais au niveau des sirettes. Mais voilà, on a mis quelques ordres de grandeur en mètres carrés qui sont des choses un peu plus tangibles que vous connaissez peut-être. Donc pour atteindre 2,75 gigawattheures, donc c'est-à-dire pour la mise en place d'un audit tous les 4 ans. Dans le médico-social, les EHPAD, ça va être autour de 20 000 mètres carrés. Pour des hôpitaux qui sont plus énergivores, autour de 15 000 mètres carrés. Les bureaux moins énergivores, entre 30 000 et 50 000 mètres carrés. S'il y a de la logistique avec un peu de production, environ 40 000 mètres carrés. L'industrie, c'est impossible de faire un ordre de grandeur, vu que ça va vraiment dépendre de ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments et des process. Pour le deuxième seuil beaucoup plus important de 23,6 gigawattheures, donc là, dans le médico-social, les EHPAD sont beaucoup plus importants, à 160 000 mètres carrés. Là, on commence à... Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'EHPAD en France qui font cette taille-là. En revanche, ça va plutôt concerner des hôpitaux supérieurs à 120 000 mètres carrés, ça c'est possible. Des bureaux, de l'industrie, évidemment, dans les cas souvent, l'industrie va arriver justement à ce seuil très important et souvent sont déjà très connaisseurs de cette norme ISO 50 000. Comme pour toutes les réglementations, il y a de lourdes sanctions qui sont à la hauteur des attentes de cette loi, une amende administrative que le législateur fixe un maximum 2% du chiffre d'affaires hors taxe pour la première amende. Et en cas de récidive, si 4 ans après, notamment, il n'y a toujours pas eu la mise en place des audits énergétiques, et l'amende peut s'aggraver. Qui est-ce qui est en charge de ce contrôle? C'est la DREAL, donc la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Et il y a cette... vous voyez en haut, on a mis jusqu'à 2%, jusqu'à 4%. Le législateur se laisse un petit peu de liberté en disant que l'amende administrative elle est proportionnée à la gravité du manquement, à la situation d'entreprise également, à l'ampleur du dommage et aux différents avantages qui ont pu en être tirés. Donc, ça peut être aussi moins que 2% du chiffre d'affaires s'il y a des raisons et des bonnes raisons de ne pas avoir fait. Voilà, ce petit tableau qui vous calcule rapidement une amende de 2% sur les différents chiffres d'affaires pour que vous puissiez vous projeter un peu plus facilement. On voit que c'est quand même assez conséquent vu que la loi d'ADU concerne des grosses entreprises, des gros organismes, donc naturellement avec des chiffres d'affaires importants. On va parler maintenant des audits énergétiques réglementaires. On va rentrer un peu plus dans le détail de ce qui est attendu. Donc, le premier seuil, on le répète comme ça vous vous en souviendrez, le premier seuil de 2,75 gigawattheures par an, un audit tous les 4 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, un audit énergétique réglementaire? En fait, ce sont des audits énergétiques que vous avez déjà peut-être pu réaliser pour certains de vos bâtiments. Le fait qu'on les nomme réglementaires, c'est qu'ils respectent cette réglementation de la loi d'ADU et ils vont notamment
respecter une norme, la norme 16247, désolé pour le langage un petit peu technique, mais qui va définir une méthodologie d'analyse des bâtiments, des procédés et des transports. Donc, c'est ce qu'on a vu, ce que je vous disais juste avant, c'est donc une méthodologie qui garantit que l'ensemble des consommations énergétiques d'une structure est analysé. Cette qualification OPKB qui permet de certifier que justement une entreprise est en mesure de répondre à cette norme, elle est également, en plus d'être garante de la méthodologie, elle est garante de connaissances techniques de la part de l'entreprise et elle est garante d'une expérience de la part de l'entreprise. Donc, en plus de connaissances théoriques de la méthodologie, ces certifications OPKB, dont Alterwatt détient pour le 1905 et la 0607, c'est une qualification, une certification pour vous de vous assurer que c'est bien, que les audits que vous avez sont de bonne qualité. Mais voilà, on voulait insister sur le fait que l'audit, encore une fois, l'audit énergétique réglementaire dans le cadre de la loi d'ADU, il n'est pas uniquement bâtimentaire, sauf dans certains cas où les 80% des consommations seront respectées uniquement en respectant le bâtiment. On peut imaginer justement, je ne sais pas, mais un bâtiment avec une chaufferie qui consomme énormément par rapport au reste des consommations énergétiques. Et donc, si on audite uniquement le bâtiment, peut-être qu'on couvrira 80% des consommations. Mais sinon, voilà, le process des audits énergétiques réglementaires que vous avez juste en bas, c'est le même, voilà, avec des réunions de cadrage, visite technique sur site, avec une partie d'état des lieux de l'existant et des consommations, une modélisation du bâtiment, l'étude des différentes préconisations pour vous proposer, les préconisations, ça va prendre cette forme-là, des sortes de fiches qui font des bilans pour chaque proposition d'amélioration, et enfin les différentes préconisations et bouquets de travaux pour répondre à différents axes, notamment dans le cadre du décret tertiaire, répondre aux différents objectifs pour 2030, 2040 et 2050. Et si je peux me permettre d'ajouter sur les audits énergétiques réglementaires, donc déjà, là, il y a une obligation de faire ces audits, mais généralement, c'est aussi des audits qui, notamment avec les coûts de l'énergie qui sont importants, sont intéressants d'un point de vue purement financier de faire des économies d'énergie. Parce que, en fait, nous, ce qu'on observe en réalisant des audits énergétiques, c'est qu'on voit bien qu'il y a des choses à améliorer, que ce soit des petits travaux à mettre en place de régulation, d'optimisation de l'existant ou des travaux avec des coûts faibles. Donc, cet audit réglementaire, il permet de respecter la loi d'ADU, mais en même temps, il a un double intérêt économique pour voir vraiment quels sont les travaux que vous pouvez mettre en place sur les prochaines années et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place à très court terme avec des faibles investissements pour faire des économies d'énergie, pour notamment mieux piloter des systèmes ou des petits travaux qui coûtent pas très cher. Donc voilà. Donc on précise, on parle beaucoup de la réglementation parce que c'est ça qui va orienter ce webinaire et il y a une obligation derrière, notamment avec l'échéance en octobre. Mais il y a un double intérêt sur les économies d'énergie qui peuvent être générées. Évidemment. La réglementation est là de toute façon pour pousser et mettre en avant ces audits et puis derrière ces travaux d'efficacité énergétique qui ont cet intérêt. Merci beaucoup, Maëlle. Quelques spécificités, donc la règle des 80%, ça, on en a parlé. On va donc bien regarder la facture énergétique et pas le parc et le parc entier. Donc si on voit sur l'ensemble d'un parc, il y a inséré un ou deux sites principaux
sur l'ensemble d'un parc permet d'atteindre les 80% de la facture énergétique, et ben, c'est possible de n'auditer que ces 2 sites majeurs, même si le reste du parc représente 15 sites, mais des plus petits sites qui consomment beaucoup moins. Donc, c'est une règle un peu qui permet de se concentrer sur les choses les plus importantes. Et donc, c'est très important de l'avoir en tête. Et la deuxième spécificité aussi, c'est l'échantillonnage par racine carrée. Donc, c'est une formule qui existe dans un arrêté qui vient préciser cette loi. Donc, on peut n'auditer que Y sites sur un parc contenant X sites. Donc, on va faire la racine carrée du nombre de parcs, du nombre de sites pour voir le nombre maximum minimum plutôt de sites qu'on peut auditer. Il y a quand même cette spécificité. Dans cette spécificité, il faut quand même que les sites soient similaires. Donc, il y a quand même un regard à avoir sur d'abord l'ensemble du parc, quels usages, quel type de consommation on va avoir, et si le bureau d'études voit que ce sont des sites similaires, ou alors même si au sein du parc il y a 2 typologies de sites, et ben on va pouvoir faire la formule sur chacune des typologies pour faire un échantillonnage et puis après extrapoler les résultats pour le reste du centre, le reste des centres des sites. Donc ça permet de faire des économies également du point de vue des audits à réaliser, notamment quand il y a des très grands parcs avec de nombreux bâtiments. Magueule, je te laisse la main dans un instant, vu qu'il y a eu plusieurs questions auxquelles on a en partie répondu, mais je me suis dit qu'avant de parler des systèmes de management de l'énergie, c'était peut-être intéressant de refaire une passe pour y répondre si nécessaire. Donc, M. Bessery qui demandait si l'audit énergétique doit concerner tous les bâtiments liés aux sirènes. Il n'a pas que les bâtiments, justement. On va avoir bâtiments, plus les consommations des voitures, des camions liés aux sirènes. Et en effet, là, vous aviez raison, c'était bien le sirène qui est le point de départ et le niveau auquel on regarde les consommations. Ensuite, Madame Granjani, les seuils sont-ils par bâtiment ou par entité? Donc les 2 seuils, 2,75 gigawattheure et 3,6 gigawattheure. Là, encore une fois, c'est... Oui, donc c'est ramené à l'entité, donc au niveau du sirène. En tout cas. C'est bien au niveau du sirène, donc on répond à la question suivante. Est-ce que pour une collectivité, intéressant, est-ce que les bâtiments, les éclairages publics et les carburants sont inclus? Alors, pour moi, la loi d'ADU ne concerne pas les collectivités. Oui, tout à fait. Il y a une autre loi équivalente qui concerne les collectivités, dont je n'ai plus le nom là comme ça. Mais on en a une deuxième qui concerne, qui reprend en fait ce qui est défini dans la loi d'ADU, mais qui est différent pour les collectivités. Oui, exactement. Je te confirme ça également. La loi d'ADU, ça concerne que les sites tertiaires. Et donc, les sites publics ne sont pas tertiaires privés, donc les sites publics ne sont pas concernés. Est-ce que la loi d'ADU doit apporter aussi un plan d'action sur les consommations de carburant? Oui. Enfin, vu que ça rentre dans le périmètre des consommations, il y a un plan d'action qui doit être mis en place et sur les bâtiments et sur le carburant, en fait sur toutes les consommations. Tout à fait. Donc, ça va porter sur l'usage l'usage, le changement de la flotte, exactement. En voiture électrique, par exemple. Ça peut être ça. Tout à fait. Et le cas des sous-locataires, donc là j'imagine que cette question elle faisait référence quand on parlait du fait qu'il y ait les locataires qui récupèrent leur consommation s'il y a un bon sous-comptage, s'il y a un sous-locataire au sein de
la règle est la même. S'il y a un sous-comptage existant pour ce sous-locataire, dans ce cas-là, on peut lui réattribuer clairement la consommation. Est-ce qu'il y a un outil disponible pour estimer son seuil d'énergie et savoir si on est éligible? Eh bien, je ne crois pas qu'il y ait d'outils disponibles, à part remonter les données de l'ensemble des compteurs qui sont reliés à votre sirène, ou relire l'ensemble de vos factures. Oui, c'est ça. En fait, il faut regarder sur vos factures d'énergie. Donc, il n'y a pas d'outil spécifique. Soit vous avez déjà une plateforme de suivi énergétique. Donc, là-dessus, vous pouvez récupérer toutes les entités rattachées à ce sirène. Sinon, il faut récupérer l'ensemble des consommations. Mais non, il n'y a pas d'outil. Oui. En fait, comme outil, on pourrait parler en effet de plateformes énergétiques comme AlterCoach, qui est la plateforme développée par AlterWatt, qui permet de suivre ces données de consommation. Mais pour mettre en place cette plateforme, il est nécessaire pour nous de récupérer les différents points les numéros des compteurs, etc., pour les intégrer. Et donc, le travail de récupérer ces numéros de compteurs, finalement, revient au même que récupérer vos différentes factures. Voilà, une dernière question avant de continuer. Pourriez-vous préciser les sites concernés par la disposition de la loi DADU que vous présentez? Quand vous pouvez préciser la question, est-ce que c'est par rapport aux typologies de sites que vous voulez une réponse? Parce que dans ce cas-là, on a vu, c'est les sites tertiaires, l'industrie, donc vraiment des grandes entreprises, dans le sanitaire et dans le médico-social également, ils vont être concernés. Oui, en effet, voilà, les collectivités publiques, elles, vont être régies par une autre règle, mais sinon, c'est l'ensemble des structures tertiaires qui vont dépasser les différents seuils de consommation. Jacques, je te laisse parler des systèmes de management de l'énergie et de l'ISO 50001, de quoi on parle quand on parle de cette norme. Oui, voilà. Donc là, on a vu la loi DADU de manière générale. Donc, elle a défini deux seuils. Un premier seuil donc à 2,75 gigawattheures par an. Un deuxième seuil à 23,6 gigawattheures par an. Donc, dans le premier seuil, Rivet vient de présenter l'obligation de mettre en place un audit énergétique réglementaire tous les 4 ans, avec un premier audit réalisé en octobre, qui concerne l'ensemble des consommations bâtimentaires, des véhicules et des procédés. Et on a plusieurs manières d'aborder ces audits réglementaires, parce qu'on peut réduire quand donc un SME, c'est ce qui va être défini notamment dans la norme ISO 50001, et on va regarder un peu après ce que ça va être. Mais globalement, il faut comprendre le SME plutôt qu'une méthode régulière de réalisation d'un audit tous les 4 ans. Ça va être une méthode qui va être en continu et qui a pour objectif de mettre en place tout un plan d'action, d'avoir des indicateurs de performance énergétique pour pouvoir suivre sa consommation d'énergie de manière plus précise et de mettre en place des actions pour réduire donc cette consommation d'énergie.
Donc, c'est vraiment une vision beaucoup plus d'amélioration continue qu'une vision très ponctuelle de l'audit énergétique. Et souvent, quand on parle d'un SME, on peut comparer ça à une plateforme énergétique, mais c'est différent. Une plateforme d'énergie, ça permet seulement de remonter la consommation d'énergie de nos différents points de livraison, donc de notre compteur électrique, gaz, etc. Alors que le SME, c'est toute une stratégie globale de la consommation d'énergie pour voir comment on met en place des actions dans le temps, comment on suit des indicateurs pour voir comment la consommation d'énergie a évolué suivant les actions que j'ai mises en place. Donc, c'est vraiment un suivi beaucoup plus global et qui est beaucoup plus engageant que la plateforme en elle-même. La plateforme qui permet juste un suivi, de voir des courbes, etc., de se poser des bonnes questions, c'est déjà une première étape, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur le même niveau d'engagement de la part d'une entreprise. Oui. Et finalement, ce seuil donc, de la mise en place d'un SME, ça équivaut à l'ISO 50001, donc à être certifié ISO 50001, qui est l'ISO qui définit qu'est-ce que c'est un SME. Donc, mais on va voir un peu plus dans le détail par la suite. Et donc, cette obligation de mise en place d'un SME, elle est attendue avant donc, le 11 octobre 2027. Voilà. Et on l'a survolé tout à l'heure, mais on peut le répéter que mettre en place un système de management de l'énergie, c'est aussi accessible aux entreprises en dessous de 23,6 gigawattheures par an, et que dans ce cas-là, si une entreprise n'est pas censée avoir mis un SME, mais l'a quand même mis en place, et bien, la démarche est valorisée et du coup, il n'y a plus besoin de faire des audits énergétiques tous les 4 ans. Parce que on va continuer de voir un peu les différences entre les deux, mais voilà, le système de management de l'énergie est plus engageant sur une démarche continue. Oui, mais c'est ça. C'est vrai que quand on est entre les deux seuils, on peut faire le choix du SME plutôt que l'audit réglementaire tous les 4 ans. Dans le cas où on souhaite mettre en place toute une stratégie d'énergie, de gestion de l'énergie. Donc c'est vrai que c'est possible. Donc l'ISO 50001, ce que je vais expliquer un petit peu plus là-dessus. Donc l'ISO 50001, donc c'est une norme qui va spécifier en fait qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça implique la mise en place d'un SME, donc un système de management de l'énergie. Globalement, ce que ça dit, c'est que c'est la mise en place d'une méthode PDCA, donc Plan, Do, Check, Act, qui en fait une méthode d'amélioration continue, où dans le plan, on va notamment définir qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place, notamment à travers une revue énergétique, mais on va rentrer un peu plus dans le détail par la suite. Et ensuite, l'idée, ça va être de mettre en place les actions, de vérifier les actions dans le check et d'agir pour mettre en place ou de modifier les actions suivant ce qui a été déjà réalisé. Et donc, l'ISO 50001, elle est vraiment en parallèle de la loi d'ADU et en fait, elle va de pair avec le deuxième seuil. Et on va le voir directement après. Parce qu'on a vraiment un parallèle assez clair entre les deux, entre les différentes dates. La loi d'ADU, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, on entendait beaucoup parler en avril dernier parce qu'il y a eu une deuxième version de la loi. Donc en fait, au début, la loi d'ADU, donc, elle a été votée en 2013 et elle obligeait donc la mise en place d'un système de management de l'énergie suivant le chiffre d'affaires de l'entité. Ou le nombre d'emplois à temps plein aussi. Oui, ou sinon. Et donc, en fait, elle obligeait la mise en place de ce SME, qu'importe les consommations d'énergie de ces entités. Et il y a une modification qui a été apportée, donc en avril 2025, qui finalement ne rapproche pas cette obligation au chiffre d'affaires ou au nombre d'emplois à temps plein, mais à la consommation d'énergie, parce que finalement, c'est sur l'énergie qu'on va avoir un impact avec la mise en place d'un SME. Oui, ça a beaucoup plus de sens, donc ça permet aussi
de pousser peut-être plus de petites entreprises, mais qui ont une consommation Importante, importante par rapport à leur taille, de se poser la question de l'efficacité énergétique. Ouais. Et en parallèle, donc, on a avant ça la norme donc, ISO 50001 qui définissait le SME, qui est donc l'obligation de la loi d'ADU, avec une première version en 2011 et une deuxième version en 2018, qui est en fait une précision de ce qui avait été donné en 2011, notamment avec donc les indices de performance énergétique, mais je vais le voir juste après. C'est notamment donc en fait comment on va définir nos principaux postes de consommation et quels vont être nos indicateurs pour pouvoir s'assurer que notre plan d'action permet véritablement de réduire notre consommation d'énergie. Donc, sur la mise en place du SME, avant tout, il faut planifier. Il faut faire un état des lieux de la consommation d'énergie et pour ça, il faut définir une situation de référence. Cette situation de référence, généralement, elle est définie à travers un audit énergétique parce qu'il est nécessaire de savoir aujourd'hui comment se situent les consommations d'énergie, à quoi elles sont liées, à quoi elles sont rattachées. Et cet audit énergétique permet de faire donc de définir cette situation de référence et de pouvoir déterminer quels sont les usages énergétiques significatifs. Donc, c'est les principaux postes de consommation énergétique. Et ces principaux postes de consommation énergétique, quand ils vont être identifiés, on va définir des actions à mettre en place pour réduire la consommation d'énergie. Et donc, tout ça, c'est renseigné dans une revue énergétique. Donc, la revue énergétique, c'est ce qui est demandé dans la loi d'ADU et dans la norme ISO 50001. Et c'est à travers cette revue énergétique qu'on va déterminer quelles sont nos consommations énergétiques significatives, donc nos UES, et quels sont les indicateurs qu'on va devoir mettre en place pour pouvoir suivre notre consommation d'énergie et notre plan d'action associé. Donc, en fait, on va, dans la revue énergétique, faire un état des lieux global de l'entité, donc à quoi est rattachée sa consommation d'énergie. Ensuite, on va donc définir les usages énergétiques significatifs, donc quels sont les principaux postes de consommation. Est-ce que ça va être plutôt lié au chauffage ? Est-ce que ça va être plutôt lié à l'utilisation des locaux ou alors lié au carburant de la flotte automobile ? Ensuite, quand on a défini nos usages énergétiques significatifs, on va déterminer des indicateurs de performance énergétique qui peuvent être donc rattachés notamment, là on peut le voir en bas de l'écran, au DGU. Donc là, c'est de voir est-ce que ma consommation de gaz est rattachée ou non à mes DGU. Donc, c'est-à-dire, est-ce que j'ai un lien significatif entre ma consommation de gaz et mon chauffage ? Si j'ai un lien, ça veut dire que finalement, c'est un indicateur qui est pertinent et qui veut dire que il faut que je suive cet indicateur pour voir comment évolue ma consommation de chauffage avec cette IPE. Et à la fin de cette revue énergétique, donc on a déterminé tous nos usages énergétiques significatifs, on a déterminé quels indicateurs permettaient de les suivre. Derrière, on met un plan d'action, donc on détermine des actions à mettre en place sur les prochaines années. Et donc, on détermine que sur la première année, on a 3 actions à mettre en place. Et donc, sur la deuxième année, on va vérifier que la mise en place de ces actions sur les IPE, donc sur les indicateurs de performance énergétique, on a bien réduit la consommation d'énergie. Et donc là, par exemple, sur ce diagramme de santé que nous avons juste ici, est-ce que les usages énergétiques significatifs sont uniquement le chauffage, la ventilation et le matériel informatique, ou est-ce que les petites catégories nous intéressent également ? Alors là, on va s'intéresser à 80% des consommations. Okay. Et donc, on va s'assurer que si on voit que le chauffage, le matériel informatique suffit à atteindre les 80%, et ben on va s'attarder sur ces usages.
Si on a besoin, si on n'atteint pas les 80%, il va falloir ajouter des usages énergétiques significatifs dans la revue énergétique. Ok. Et je trouve ça intéressant de voir que, notamment dans cette partie planification, la première étape donc, de définir une situation de référence, c'est la réalisation d'un audit énergétique. Donc, on rejoint la première échéance du premier seuil, qui est de réaliser un audit énergétique. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, cet outil de l'audit énergétique est hyper important pour l'entreprise, quelle que soit sa taille, vu que ça permet de faire un état des lieux à un instant T et de pouvoir se projeter à partir de cet état des lieux. Oui, exactement. Et c'est le gros du travail, il est à ce moment-là, dans la partie SME, parce que c'est là d'où tout part, mais il est aussi dans tout le suivi, vu que c'est une vision d'amélioration continue. Et donc, en fait, on peut réaliser un audit énergétique à un instant T, on peut mettre en place une revue énergétique, mais derrière, il faut suivre ces indicateurs, il faut suivre les actions et s'assurer qu'elles vont donc avoir un impact. Et donc là, c'est vraiment toute la suite et qui est le principe du Plan do Check Act, qui est donc de mettre en place les actions qui sont définies dans la revue, de suivre les indicateurs et derrière d'adapter les actions et de mettre en place des nouvelles actions et donc de continuer à faire ça en continu pour respecter donc, le SME. Et donc, en fait, c'est vraiment dans une vision globale de la stratégie énergétique de baisse des consommations. Super, merci beaucoup. Donc, pour résumer, on a fait cette petite slide voilà, pour que vous ayez bien en tête les différences entre l'audit énergétique et le système de management de l'énergie. Donc, côté audit, on va avoir cette démarche ponctuelle donc, qui est fixée quand même tous les 4 ans, donc ponctuelle mais un petit peu régulière par la loi d'ADU. Alors qu'en face, sur le système de management de l'énergie, vous avez bien compris qu'on est sur une démarche continue de suivi des indicateurs de performance énergétique avec voilà, ce cycle vertueux de Plan do Check Act pour toujours améliorer ses consommations. Donc, évidemment, voilà, c'est régulier vu que c'est en continu. Côté audit énergétique, c'est pas vraiment valorisable parce qu'il n'y a pas de certification. Le coût d'un côté financier, ça va être quand même récurrent tous les 4 ans. Ça peut représenter un budget hein, quand on regarde l'audit en lui-même, mais par rapport à la mise en place d'un système de management de l'énergie, c'est un coût plus faible parce que, voilà, encore une fois, le système de management de l'énergie, par cet aspect en continu, ça nécessite des personnes qui travaillent sur ce sujet, mais ça vous permet également d'être certifié ISO 50001, donc c'est valorisable auprès de votre entourage. C'est un investissement durable qui va vous permettre de vraiment faire baisser vos consommations petit à petit. Donc voilà, on a un petit temps prévu de questions-réponses. Je vais voir, il y en a quelques-unes qui ont été posées. Déterminer les UES donc, nécessite d'avoir du sous-comptage, ce qui n'est pas le cas dans tous les bâtiments, et c'est une condition nécessaire pour valider le SME. Oui, généralement, en fait, ce qu'on observe quand on détermine les UES, l'audit énergétique permet d'avoir une répartition de la consommation d'énergie entre les différents postes, sur le chauffage, l'éclairage, etc. Mais pour le suivi de cette consommation d'énergie, il est nécessaire d'avoir des sous-compteurs pour pouvoir suivre ces indicateurs. Et donc, en fait, généralement, quand on met en place un SME, les premières actions qui vont de pair, c'est le sous-comptage énergétique par rapport aux UES déterminés. Donc, oui, ça nécessite l'installation de ce compteur.
Très bien, merci beaucoup. Et alors pour l'échéance 2027, donc la mise en place du SME avec définition d'une année de référence. Alors là, il y a un petit mix avec le décret tertiaire. Donc l'année de référence, c'est un terme qui est vraiment très spécifique au décret tertiaire, mais je pense que vous passez plutôt au point de référence que fixe l'audit énergétique. Peut-on réaliser ah oui, situation de référence, vous avez corrigé votre coquille juste après, excusez-moi. Donc, situation de référence, peut-on réaliser les audits énergétiques réalisés en 2023 ou 2024? Jusqu'à quand peut-on considérer que d'anciens audits conviennent? Alors, c'est dépendant de à quel point il y a eu des travaux qui ont été changés depuis la réalisation des audits. À mon sens, si c'est des audits qui ont été réalisés en 2023-2024, on peut considérer que c'est des audits qui sont récents et avec peu de changements. Donc, pour moi, dans le cas de la mise en place d'un SME, cette année de référence de 2023-2024, situation de référence, elle est pour moi est suffisamment proche. Si tant est que, du coup, l'audit couvre bien 80% de la consommation énergétique des totale. consommations énergétiques totales. Ce qui n'est pas forcément le cas, parce que si jamais vous n'avez pas du tout réalisé l'audit énergétique dans le cadre de cette loi d'ADU, et donc notamment que des audits énergétiques bâtimentaires, et que vous avez un parc de voitures à côté, bon, forcément ça peut passer en dessous des 80%. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions. En attendant qu'il y ait une autre question, voilà, j'en profite. Donc, Alterwatt, comme je vous présentais au début, nous sommes donc bureau d'études spécialisé dans l'efficacité énergétique du bâtiment. On est en mesure de vous accompagner sur de nombreux sujets. Donc là, en particulier, sur la loi d'ADU, que ce soit sur l'aspect d'audit réglementaire des bâtiments et des transports. Également, possible de vous accompagner sur la mise en place de systèmes de management de l'énergie, donc d'atteindre la certification ISO 50001 avec notamment un accompagnement sur la partie de planification, donc la première étape qui est la plus importante qu'on a vu, hein, donc c'est la mise en place de situations de référence, la revue énergétique, la définition d'indicateurs de performance énergétique. En revanche, pour le suivi continu après, on recommande plutôt d'avoir quelqu'un en interne de l'entreprise qui est en mesure de s'occuper de ces sujets. Voilà, quelques-unes de nos références. On est très heureux d'avoir travaillé avec tous ces clients très variés, avec, comme je vous disais, cette hausse satisfaction client de 4,7 sur 5. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez des sujets sur l'efficacité énergétique de vos bâtiments. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez nos adresses mail, vous avez le chat encore devant vous, on est disponible. Donc, si vous avez des questions tout de suite, n'hésitez pas à les poser. S'il n'y a pas de questions, c'est pas grave, on terminera ce webinaire plus tôt. En tout cas, on était très heureux de pouvoir passer du temps. Merci à vous, Monsieur Velding. On était très heureux de pouvoir partager nos connaissances sur ce sujet. Voilà, on sait que ce sont des sujets réglementaires qui s'accumulent, mais il y a une vraie importance aujourd'hui à se saisir du sujet d'un point de vue climatique, évidemment, et également d'un point de vue de souveraineté énergétique quand on voit ce qui se passe aussi au Moyen-Orient en ce moment. Donc, c'est l'occasion de concilier beaucoup de choses à la fois pour vos entreprises. Merci à tous. Merci. Passez une bonne soirée.